La Crimée piégée, 5 millions de Russes coupés du monde. Script YouTube français. Type A, domino cascade. Théâtre, Russie-Ukraine. Thèse. L'Ukraine est en train de rendre la Crimée inhabitable et intenable de l'intérieur, un système à la fois, sans avoir besoin d'y envoyer un seul soldat. Hook. Marina tient un hôtel à Yevpatoria, sur la côte ouest de la Crimée. Pendant 12 ans, ses clients lui ont répété la même chose. Ici, on est en sécurité. La Crimée, c'est la Russie éternelle, le joyau qui ne peut pas tomber. Et Marina, comme la majorité des 2,5 millions d'habitants de la péninsule, l'avait cru. Puis, en l'espace d'un mois, l'électricité s'est éteinte. L'eau s'est arrêtée, les stations-service se sont vidées. Et Marina a résumé sa situation en une seule phrase, rapportée par le Gardien le 20 et 1 juillet dernier. En un mois, on nous a renvoyés à l'âge de pierre. C'est pas une métaphore, c'est pas de l'exagération. C'est le compte rendu factuel d'une habitante d'une ville russe en plein cœur de l'été 2025, sur un territoire que Moscou contrôle depuis 11 ans et qu'elle prétend gérer en territoire national ordinaire. Et le détail le plus révélateur de toute cette histoire ne vient pas de Marina. Il vient du gouverneur lui-même, le responsable installé par Moscou pour administrer la péninsule. Interrogé sur la crise du carburant, il a déclaré, en direct, sur les ondes, il ne sera pas possible de garantir un approvisionnement en essence aux stations-service chaque jour. Un responsable russe, en Crimée, en 2025, en train d'admettre publiquement qu'il ne peut pas assurer l'essence à ses administrés. C'est à ce moment précis qu'on comprend que quelque chose d'historique est en train de se jouer. Pas sur la ligne de front, pas dans les couloirs du Kremlin, pas dans les discours télévisés de Poutine, mais ici, dans les files d'attente devant des pompes sèches, dans les frigos éteints, dans les rayons de supermarché rationnés à un carton de lait, 3 paquets de sucre et 3 bouteilles d'huile de tournesol par personne. Dans les téléphones à pièces que l'administration locale a réinstallés sur les places publiques d'Yevpatoria et de Djankoï, parce que les réseaux de communication mobile se sont effondrés et qu'il fallait trouver une solution. Des téléphones à pièces. En 2025, sur une place publique russe, la question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose encore formuler clairement, est-ce qu'on est en train d'assister à l'effondrement silencieux du joyau de l'empire de Poutine ? Et si oui, comment l'Ukraine y est-elle parvenue sans jamais poser le pied sur la péninsule ? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Dans recadrage plus feuille de route. Avant d'aller plus loin, posons le bon cadre d'analyse. La plupart des discussions sur la Crimée traitent la péninsule comme un enjeu avant tout militaire. Quand les Ukrainiens pourront-ils lancer une offensive terrestre ? Combien de chars, combien de soldats, combien de temps ? Et si le monde attend une libération à l'ancienne, un débarquement, un drapeau planté, un communiqué de victoire, il risque de passer à côté de ce qui est en train de se produire sous ses yeux. Parce que l'Ukraine a visiblement compris quelque chose que ses alliés occidentaux peinent encore à formuler. Un territoire peut devenir intenable, non pas parce qu'on l'attaque frontalement, mais parce qu'on coupe, un par un, tous les fils qui le maintiennent en vie. L'énergie, le carburant, les communications, le tourisme, la chaîne d'approvisionnement militaire, la capacité de projection navale. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la mécanique précise de cet étranglement. Nous allons parcourir 3 dominos. D'abord, le siège matériel. Comment l'opération ukrainienne a ciblé les artères vitales de la Crimée, et ce qu'il en reste. Ensuite, le siège humain, qui fuit dans quel ordre, et ce que les images satellites révèlent de l'ampleur réelle du mouvement. Et enfin, la colère, ce 3e domino, peut être le plus dangereux pour Moscou, qui voit ses propres citoyens commencer à poser des questions que le régime ne sait pas gérer. Puis nous verrons ce que tout cela signifie stratégiquement et ce que ça implique pour nous en France et au Canada. Domino, le siège matériel, carburant, électricité, eau. Tout commence le 6 juillet 2025. L'Ukraine lance ce que ses forces armées appellent l'opération Moulichka. Pour comprendre ce que cette opération cible, il faut d'abord comprendre comment la Russie ravitaille la Crimée en pétrole depuis que les sanctions internationales ont commencé à sérieusement mordre. La méthode est ingénieuse, à défaut d'être légale. De petits tankers à fond plat, des péniches, des embarcations légères naviguent en eau peu profonde à travers le canal Volga-Don et la mer d'Azov jusqu'à rejoindre, au large, de grands pétroliers qui attendent en mer Noire, un transbordement discret hors de portée des inspecteurs portuaires. C'est ce que la communauté internationale appelle la flotte fantôme de Moscou, une armada de navires au pavillon de complaisance aux propriétaires fantômes, dont
la seule fonction est de maintenir le flux de pétrole russe en dépit des sanctions, l'Ukraine décide de frapper précisément cette flotte. Les chiffres compilés par le média d'investigation Madar donnent la mesure de l'opération. Au 6 juillet, 147 tankers et embarcations de ravitaillement ont été touchés. Parmi eux, 117 appartenaient aux feeders de la mer d'Azov, les petites embarcations qui constituent la colonne vertébrale de l'acheminement. Et dès le 13 juillet, selon les mêmes données, le transit pétrolier vers la Crimée est effectivement interrompu. La péninsule est coupée de son oxygène énergétique. Simultanément, la ligne de ferry qui assure une partie du ravitaillement maritime subit le même traitement. Le navire ESK est touché et remorqué vers un port. Le Eskeisun coule. Les navires Maria, Lenti et Panagia sont soit frappés à plusieurs reprises, soit réduits désormais à l'état de barge remorquée. La ligne perd environ 75% de sa capacité de transport en quelques semaines. Reste la route terrestre. Elle passe par les territoires occupés du sud de l'Ukraine, la région de Zaporizhia, la région de Kherson, mais ces routes sont sous menace constante de drones ukrainiens. Elles ne sont plus fiables. Le pont ferroviaire sur le canal nord de Crimée, lui, a été frappé, entraînant l'annulation de dizaines de liaisons ferroviaires. Le résultat au sol est immédiat et brutal. À Yalta, la grande station balnéaire de la côte sud, l'essence atteint l'équivalent de 22 $ le gallon. Dans plusieurs villes, le diesel est rationné à 190 roubles le litre, avec un plafond imposé de 20 litres par véhicule et par visite. Des coupons apparaissent, des systèmes de QR code sont mis en place par l'administration. Et les pompes continuent à se vider. Alexei, restaurateur, a trouvé la formule parfaite pour décrire la situation à un journaliste de passage. On cherche du carburant comme dans Hunger Games. Le deuxième domino énergétique tombe presque simultanément, mais ses effets sont encore plus visibles. L'infrastructure électrique de la Crimée est prise pour cible de façon systématique. Les forces ukrainiennes annoncent avoir frappé jusqu'à 12 sous-stations électriques en une seule journée. Le bilan cumulé, selon les données publiées mi-juillet, atteint 83 infrastructures énergétiques touchées depuis le début de la campagne. Le 28 juillet, un drone frappe un transformateur à Féodosia. Les villes de Kerch et Féodosia connaissent une panne totale, tandis qu'à Simferopol et Sébastopol, les lumières vacillent et la tension chute. L'ampleur de l'obscurité qui recouvre la péninsule est documentée avec une précision saisissante. Le 23 juillet, le média d'investigation Medusa publie une analyse basée sur les données de luminosité nocturne de la NASA. Conclusion. Le niveau d'illumination de la péninsule est tombé à 1/5 de son niveau normal. La Crimée, vue depuis l'espace, s'est éteinte. Les conséquences en cascade sont logiques et brutales. Avec les réfrigérateurs hors service, la nourriture stockée pourrie, les rayons des supermarchés passent au rationnement, un carton de lait, 3 paquets de sucre, 3 bouteilles d'huile de tournesol par personne. Dans certains quartiers, Krasnodar-Parakops, Kerch, les habitants passent plusieurs jours consécutifs sans eau courante ni électricité. Le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvozaev, annonce le 27 juillet l'activation d'un mode opérationnel spécial dans les installations énergétiques de la ville pour éviter un effondrement total du réseau. L'infrastructure sociale, hôpitaux, écoles basculent sur des générateurs de secours, mais les générateurs consomment du carburant. Et le carburant, on vient de voir ce qu'il en reste. C'est la définition d'une spirale. Et l'économie touristique, qui représentait le pilier principal de la Crimée en temps de paix l'année dernière encore, 66% des visiteurs arrivés par voie terrestre s'effondrent à vue d'œil. Les réservations chutent de 58% en 2 semaines. Un opérateur touristique voit 80% de ses réservations de juin annulées d'un coup. Des séjours de colonies de vacances sont repoussés à septembre. Les grandes structures hôtelières absorbent le choc tant bien que mal. Les petites entreprises, elles, ferment, licenciant, disparaissent. Poutine lui-même a reconnu publiquement dans une déclaration télévisée que l'approvisionnement énergétique et la saison touristique étaient délibérément pris pour cible par l'Ukraine. C'est une admission rare. Et elle dit quelque chose d'important sur l'état de la situation. Quand un dirigeant autoritaire reconnaît que son adversaire réussit quelque chose, c'est que le déni n'est plus tenable. Domino 2, le siège humain qui fuit, dans quel ordre? On pourrait s'arrêter là. Une péninsule en crise, une population mécontente, une économie en berne, c'est sérieux, mais ce n'est pas décisif. Sauf que le deuxième domino change complètement l'équation. Parce que ce domino, c'est pas une infrastructure, c'est un comportement humain. Et les comportements, surtout ceux des élites militaires, sont les meilleurs baromètres du monde réel. L'histoire se construit en 3 actes, et chaque acte est plus concret que le précédent. Premier acte, avril 2025, le réseau partisan Atesh qui a réussi à infiltrer les structures militaires russes en Crimée rapporte quelque chose d'inhabituel. Des officiers supérieurs de la flotte de la mer Noire commencent à déplacer leurs familles
hors de la péninsule, discrètement. Sans ordre officiel, c'est une rumeur à ce stade, relayée avec prudence, préoccupante mais non confirmée. Deuxième acte, mi-juin. Le même réseau Atech publie un rapport plus concret, repris par RBC Ukraine. Cette fois, des plans sont en cours d'élaboration pour relocaliser les structures de commandement de la flotte depuis Sébastopol vers Novorossiysk sur la côte russe de la mer Noire. Et voici le détail le plus révélateur. Des officiers ont commencé à vendre leurs propriétés en Crimée sans même attendre un ordre officiel. Quand les capitaines vident leur appartement avant l'ordre d'évacuation, c'est que l'évacuation est déjà une certitude dans leur esprit. Troisième acte, juillet, l'ordre officiel arrive. Un groupe partisan pro-ukrainien nommé Void intercepte un document classifié. Ce document est une directive signée directement par l'amiral Sergei Pinchuk, commandant de la flotte de la mer Noire. Elle ordonne à toutes les unités militaires de la garnison de Sébastopol de compiler les données familiales de l'ensemble de leur personnel. Marins embarqués, unités de défense côtière, personnel administratif, commandant, employés civils rattachés à la flotte. La liste est exhaustive et une date butoir stricte a été fixée, le 10 juillet. Pour saisir l'ampleur de ce que ces listes représentent, rappelons les chiffres. Au moment de l'annexion de la Crimée en 2014, la flotte de la mer Noire comptait environ 25 000 personnels, infanterie de marine incluse. Ces listes familiales sont le prélude à une opération logistique massive qui pourrait concerner des dizaines de milliers de personnes. Ce n'est pas une évacuation symbolique. C'est la préparation d'un déménagement de grande envergure. Et voici ce que les images satellites révèlent. Devant le pont de Kertch, l'unique grande voie de sortie vers la Russie continentale, les caméras ont capté des files d'attente s'étendant sur plus de 10 km. Environ 1500 véhicules. Des temps d'attente allant jusqu'à 5 heures. Et le ratio le plus éloque, le flux de voitures qui sortent de la Crimée est 2 fois supérieur au flux de celles qui entrent. Ce pont est devenu le symbole de toute la situation, et voici ce que l'Ukraine a fait, ou plutôt ce qu'elle a délibérément choisi de ne pas faire. Elle aurait pu le frapper. Elle en a la capacité technique. Elle ne l'a pas fait. Le commandant des forces de drone ukrainiennes l'a dit sans ambiguïté. Nous fermons les accès, pas les sorties. Le pont est là pour que les occupants puissent partir. Le pont de Kertch n'est plus une connexion stratégique. C'est une trappe de sortie contrôlée. Kiev laisse partir les gens. Ce qu'il ne laisse plus entrer, c'est le carburant, les renforts, les munitions. Et ceux qui partent ne sont pas des réfugiés de guerre ordinaire. Rappelons le contexte. Entre 500 000 et 800 000 Russes avaient été encouragés à s'installer en Crimée après 2014 avec des incitations concrètes prêts immobiliers subventionnés, avantages fiscaux, promesse d'une vie dans le nouveau joyau de la patrie russe. Certains d'entre eux retournent aujourd'hui à Barnaul en Sibérie à plus de 3000 km. Ce retour a même commencé à générer des tensions dans les villes d'accueil. Les habitants de Krasnodar ont rapporté refuser de ravitailler des voitures portant des plaques d'immatriculation criméenne à leur propre station-service. Les colons sont devenus indésirables, même parmi les leurs. Domino 3, la colère qui monte. Ce que les Russes de Crimée disent vraiment, le troisième domino peut être le plus dangereux pour Moscou. Pas parce qu'il est le plus spectaculaire militairement, mais parce qu'il touche à quelque chose que les régimes autoritaires ne savent pas gérer. La parole publique de leurs propres citoyens. Sous une publication du gouverneur Aksionov sur les réseaux sociaux, des milliers de commentaires furieux s'accumulent, ils restent visibles, non supprimés. Et quand un régime autoritaire laisse subsister des critiques publiques sans les effacer, c'est souvent parce que la censure s'est elle-même grippée, ou parce que le volume est tel qu'il est devenu techniquement impossible à contenir. Un utilisateur du nom d'Anatoly Kavalov a mis en parallèle la déclaration télévisée de Poutine qui assurait que la Crimée serait bientôt ravitaillée en carburant par voie terrestre et maritime et l'aveu du gouverneur sur l'absence d'approvisionnement garanti. Puis il a posé la question que les services de sécurité russes ne veulent pas voir poser publiquement « Êtes-vous en train de dire que le chef de l'État a menti ?» Un autre commentaire rappelait que 2 jours seulement après la déclaration d'un ministre fédéral assurant que la Crimée est pleine d'essence, les stations-service étaient à sec. Cette nuance est importante et il faut résister à la tentation de la surinterpréter. Cette colère vise les fonctionnaires locaux, l'incompétence de l'administration, le fossé entre les promesses officielles et la réalité vécue. Elle ne remet pas en cause la guerre en tant que telle, du moins pas ouvertement, et les sociétés sous pression ont parfois une réaction contraire à celle qu'on anticipe. Le ralliement autour du drapeau, ce réflexe par lequel une population qui se sent menacée de l'extérieur resserre les rangs derrière le pouvoir en place, même contesté, ce mécanisme est réel, il est documenté historiquement, il serait naïf de l'écarter. Dans ce tableau, il faut aussi ne pas oublier les victimes les plus invisibles de cette crise.
Les Tatars de Crimée, le peuple indigène de la péninsule, déporté en masse sous Staline en 1944 et qui n'a jamais vraiment récupéré ses droits depuis l'annexion de 2014, font face à une pression disproportionnée depuis le début. Le président du Medjlis, l'organe représentatif de la communauté, Refat Choubarov depuis Kiev, a publié ce qu'il appelle un guide de survie. Stocker des vivres et des médicaments, rester à l'écart des sites militaires russes, prévoir un plan d'abri d'urgence. L'État ukrainien a publié de son côté un guide d'urgence intitulé Dovitka, disponible en ukrainien et en tatar de Crimée, qui détaille des mesures concrètes, définir des points de ralliement familiaux en cas d'urgence, effacer les données sensibles de son téléphone, désactiver les verrous biométriques avant les points de contrôle russes. Ces instructions ne s'adressent pas à des fantômes. Elles s'adressent à des gens réels, qui vivent dans leur maison, qui ont leurs enfants dans les écoles locales, et qui attendent une libération qu'on leur avait promise en 2023 et qui ne s'est pas produite. L'avertissement que Choubarov formule est aussi un reproche implicite adressé à Kiev. Cette fois, ne nous laissez pas à mi-chemin. Armini, Benno, Dendi. Parallèle historique plus insight. Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut revenir en arrière, pas de quelques mois, d'un siècle entier. 1920, la guerre civile russe touche à sa fin. La Crimée est le dernier bastion des forces blanches qui résistent à l'armée rouge. Et la flotte de la mer Noire, la même flotte, ou presque, avec les mêmes galons, la même tradition, le même honneur militaire, organise une évacuation massive, 126 navires, 150 000 personnes embarquées en urgence, transportées vers ce qu'on appelait alors Constantinople, l'actuel Istanbul. C'était la retraite d'un monde entier. 100 ans plus tard, en 2025, la majorité des navires de combat de cette même flotte de la mer Noire a déjà quitté Sébastopol pour Novorossiysk, pas sous la pression d'une armée d'invasion. Sous la pression de drones navals et de missiles de précision, ce qui reste à Sébastopol, ce sont les files d'attente de civils sur un pont. L'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle a parfois une façon particulière de raisonner. Voici l'insight que cette résonance met en lumière, et il est structurel plus qu'anecdotique. La flotte de la mer Noire n'est pas seulement un symbole, c'est la clé de voûte de toute l'architecture de puissance russe en Méditerranée et au-delà. C'est depuis Sébastopol que partaient les missiles Calibre, ces missiles de croisière lancés depuis des navires qui frappaient la Syrie. C'est depuis ces bases que la Russie projetait sa force vers l'Afrique, vers le golfe Persique. La base de Tartous, en Syrie, était la pièce complémentaire de ce dispositif, mais elle est perdue depuis la chute d'Assad. La Crimée était le dernier maillon de cette chaîne de projection stratégique vers le sud. Si la Crimée devient intenable, c'est l'ensemble de cette architecture qui s'effondre. Le déplacement vers Novorossiysk est présenté par Moscou comme une décision tactique, une simple mesure de précaution. Mais Novorossiysk n'a ni les cales sèches de Sébastopol, ni ses conditions portuaires, ni sa profondeur stratégique. Et la supposée sécurité du nouveau port a elle-même été démontrée illusoire. En mars, une frappe de drone ukrainien a coulé un dragueur de mine et endommagé plusieurs navires anti-sous-marins à quai. L'analyste de défense Taras Berezovets a formulé l'enjeu avec une clarté brutale. Pour Poutine, la perte de la Crimée serait l'équivalent d'une mort politique. L'ancien directeur adjoint du renseignement ukrainien, Ilya Pavlenko, l'a décrit comme la clé d'or des ambitions impériales russes. C'est pas de la rhétorique, c'est la description technique de ce que la Crimée représente dans l'architecture de pouvoir du Kremlin. Pas un territoire parmi d'autres, un pivot. Et les pivots, quand ils commencent à se fissurer, ne se fissurent généralement pas à moitié. Ancre France, Canada. Mais qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour nous ? La question peut sembler lointaine. La Crimée est à plus de 3000 km de Paris, à 8000 km de Montréal. Pourtant, ce qui se joue là touche directement aux intérêts français et canadiens à plusieurs niveaux simultanément. Premier niveau, l'efficacité des sanctions. L'opération ukrainienne ne frappe pas seulement une péninsule russe, elle frappe une infrastructure de contournement des sanctions occidentales. La flotte fantôme de Moscou était précisément le mécanisme qui permettait à la Russie de maintenir ses revenus pétroliers malgré les embargos votés à Paris, à Ottawa, à Bruxelles. En détruisant cette flotte de ravitaillement en mer d'Azov, l'Ukraine renforce concrètement ce que les parlements occidentaux ont décidé diplomatiquement. C'est pas une abstraction. C'est la différence entre des sanctions qui mordent et des sanctions qui restent des déclarations d'intention. Pour Total Energy, qui a dû gérer une sortie douloureuse de ses investissements russes depuis 2022, et pour les entreprises françaises exposées au choc de prix du pétrole, l'efficacité des sanctions n'est pas une question académique, c'est une variable directe sur leur bilan. Deuxième niveau, la doctrine militaire de l'OTAN. Ce que l'Ukraine est en train de démontrer en Crimée, les planificateurs militaires de l'Alliance Atlantique l'observent avec une attention extrême.
Il est possible de dégrader un territoire militairement contrôlé, de le rendre progressivement intenable par des frappes ciblées sur les flux logistiques, les réseaux électriques et les infrastructures de transport, sans offensive terrestre, sans perte au sol, et en maintenant une pression soutenable à long terme. Ce modèle va directement influencer la doctrine défensive française. La France a déployé des troupes en Roumanie et en Estonie dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN. Elle a livré des obusiers César à l'Ukraine, des systèmes d'artillerie automoteurs conçus par KNDS qui combinent mobilité, précision et portée. Elle reçoit aujourd'hui, en conditions réelles, des retours d'expérience que nul exercice militaire, même le plus sophistiqué, ne pourrait simuler. Comment une puissance régionale résiste à une force supérieure numériquement en ciblant ses lignes logistiques plutôt qu'en cherchant l'affrontement frontal? Le Canada, de son côté, est l'un des contributeurs les plus importants à l'effort d'aide à l'Ukraine en proportion de son PIB, avec une diaspora ukrainienne de 1,3 million de personnes. Pour Ottawa, l'enjeu n'est pas seulement humanitaire ni symbolique. C'est la démonstration mesurable que les investissements dans la capacité de résistance ukrainienne produisent des effets stratégiques tangibles, ce qui conditionne directement les décisions de financement futures. Troisième niveau peut être le plus profond sur le long terme, le précédent juridique et stratégique. Ce qui se passe en Crimée pose une question à laquelle aucune chancellerie occidentale n'a encore de réponse définitive. Un territoire annexé de force, non reconnu comme légalement russe par aucun membre du Conseil de sécurité de l'ONU, peut-il être rendu stratégiquement intenable par une combinaison de frappes ciblées et d'isolement économique, sans déclencher d'escalade nucléaire? Les mois qui viennent nous donneront une réponse. Mais si cette réponse est oui, et les signes qui s'accumulent penchent dans cette direction, alors le précédent qui se construit en Crimée ne concerne pas seulement l'Ukraine. Il définit les règles du jeu pour toutes les situations où des revendications territoriales forcées se heurteront à des capacités militaires asymétriques, dans la mer Baltique, dans l'Arctique, où les tensions russo-canadiennes sur les revendications de souveraineté ne cessent de s'intensifier, dans n'importe quelle zone grise où la géographie rencontre l'ambition impériale. C'est pas de la géopolitique abstraite, c'est l'architecture du monde dans lequel nos enfants vivront. Oui, and our five die vie. Verdict de recadrage. Alors, la Crimée est-elle en train de tomber? La réponse honnête est non, pas encore. Peu, aide pas dans les formes qu'on anticipe. La péninsule reste militairement sous contrôle russe, elle dispose encore de réserves qui lui permettent de tenir à court terme. L'ancien ministre ukrainien de la Défense Zahorodniuk lui-même a déclaré sans ambiguïté qu'il croit à la libération de la Crimée mais qu'elle ne viendra pas dans l'immédiat. Et l'Ukraine, épuisée par 3 ans de guerre intensive sur les fronts orientaux, n'a ni les forces ni les moyens de lancer une offensive terrestre sur la péninsule dans les prochains mois. La machine répressive du Kremlin fonctionne encore. La propagande, la peur, le contrôle de l'information restent des instruments puissants sur le moral d'une population. Et la fenêtre de la stratégie ukrainienne est limitée. La Russie finira par adapter ses méthodes de ravitaillement, par développer de nouveaux moyens pour protéger sa flotte fantôme. L'avantage tactique actuel n'est pas éternel. Les estimations les plus optimistes lui donnent 1 an. Mais voici ce qui a changé, irréversiblement. Pendant 12 ans, la Crimée était la preuve vivante que Poutine pouvait agir par la force et que ses victoires duraient. C'était son argument le plus concret, sa vitrine la plus visible du rêve impérial restauré. 2,5 millions de témoins russes, pas des Ukrainiens, pas des Occidentaux, des Russes sont en train de vivre, sur leur propre peau, la démonstration inverse. Le bilan cumulé de la campagne ukrainienne est sans appel. 166 navires touchés, 86 infrastructures énergétiques frappées, un niveau d'illumination nocturne réduit à 1/5 du normal. L'économiste, dans un résumé qui restera sans doute dans les anthologies de la guerre, pour les Russes, la Crimée est devenue un endroit qu'ils ne peuvent ni facilement tenir, ni facilement abandonner. C'est la définition d'un piège. Et les pièges, quelle que soit leur solidité apparente, finissent toujours par se refermer sur ceux qui les ont tendus.